Bonjour Frédéric, c'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Donc j'ai avec moi Frédéric Argacha qui est cardiologue interventionnel à Bruxelles. Et tu m'as dit qu'en Belgique on se tutoyait facilement, donc je vais te tutoyer pour l'interview. Tu interviens aujourd'hui au CNCH pour une session consacrée à la pollution et aux événements cardiovasculaires. Alors juste en introduction, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est constituée la pollution de l'air ? Alors, la pollution de l'air, en fait, elle est double. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un versant particulaire et un versant de gaz. Et souvent, le versant gazeux de la pollution de l'air est totalement oublié, ou en tout cas moins mis en avant que la pollution particulière. Et donc, les particules, elles ont différentes origines. La plupart des particules qui vont être toxiques sont des particules d'origine de processus de combustion. Donc, combustion véhicule, industrie. Ces particules-là vont être plus chargées en substances organiques et donc plus toxiques que des particules d'origine minérale. Et puis depuis 2015, depuis le fameux Dieselgate avec l'affaire de Volkswagen qui avait trafiqué ses moteurs, on commence à réaliser que les gaz prennent de plus en plus d'importance sur leurs effets cardiovasculaires. Et à l'avant-plan, s'il y a un gaz que les cardiologues doivent connaître, c'est le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote est un gaz qui a un effet cardiovasculaire qui va être délétère pour les artères et être associé à des événements type coronarien ou insuffisance cardiaque. D'accord. Et donc les particules dont tu parles sont les microparticules dont on entend souvent parler dans les médias? Voilà, donc ça typiquement les médias mettent beaucoup en avant les particules. Elles sont classées en fonction de leur taille. Donc on entend beaucoup parler des PM10 qui sont les particules dites grossières. Donc c'est les grosses particules. Mais celles qui vont être le plus toxiques ce sont les particules fines. Plus on va aller sur des particules petites, plus elles vont être toxiques parce qu'elles vont aller loin dans l'arbre bronchique et donc déposer plus de substances oxydantes dans les poumons. Et donc là, on parle des particules 2,5, les fameuses PM2,5, ça c'est un terme dont on entend de plus en plus parler à la télévision, à la radio, mais également maintenant les particules ultra fines, donc qui sont des particules qui font moins de 100 nanomètres. D'accord. Et donc c'est des particules qui sont liées en partie au diesel, entre autres? Alors voilà, tout processus de combustion génère des particules, même on a des particules d'origine minérale, les embruns marins sont des particules, les vents chargés de poussière du désert sont aussi des particules, mais des particules minérales, donc très peu toxiques. Par contre, tous les processus de combustion vont générer ce qu'on appelle des particules carbonées. Donc c'est un noyau de carbone et à la surface de ce noyau de carbone vont être implémentées différentes substances toxiques, des métaux, ce qu'on appelle des métaux de transition. Donc quand on se souvient de la table de Mendeleïev qu'on avait tous appris au lycée, donc ce sont des métaux qui sont au milieu de la table de Mendeleïev et qui vont avoir un pouvoir oxydant. Donc ils vont vraiment générer un effet oxydatif, dont le fer par exemple ou le cuivre, qui sont vraiment des métaux oxydants. Et à la surface de ces particules, on va aussi trouver différentes substances toxiques, en plus des métaux, et sont par exemple des dérivés du benzène, qui vont être évidemment toxiques pour la surface endothéliale et pour le système cardiovasculaire. D'accord. Et comment on apprécie la pollution de l'air? Comment est-ce qu'on mesure cette pollution? Alors, la pollution, excusez-moi, c'est vraiment pas de chance que ça saute pile. Oui, bon. Bref, la pollution de l'air, elle est monitorisée maintenant par des stations de mesure de la pollution. Donc on a des données dans toute l'Europe qui nous mesurent dans des stations quasiment météorologiques les contenus de l'air en particules. Et par exemple à Paris, ce matin, je regardais les niveaux de pollution, ils sont tout à fait acceptables pour aujourd'hui en termes de particules, mais un peu plus élevés en termes de NO2. Et alors, on a un deuxième système qui est de plus en plus utilisé, ce sont des acquisitions par satellite. Donc les systèmes européens de satellites peuvent aussi scanner l'atmosphère et faire des calculs assez savants pour calculer la distribution des particules et de certains gaz, dont le NO2. D'accord. Et ce qu'on observe maintenant, les données épidémiologiques montrent bien que la pollution de l'air, en fait, augmente le risque d'événements cardiovasculaires, c'est ça? Oui, alors là, en 2022, il faut être très clair là-dessus, il n'y a plus aucun doute. Cette question-là, maintenant, n'est plus à débattre. La pollution de l'air est un facteur de risque cardiovasculaire au même titre que les facteurs de risque individuels qu'on connaît tous, diabète, hypertension, cholestérol, etc. Donc, il faut maintenant bien réaliser par la communauté cardiologique que c'est un facteur de risque cardiovasculaire que nous devons prendre en compte. Pas tant au niveau individuel, parce que c'est vraiment très difficile pour nos patients d'interroger à ce niveau-là, mais par contre au niveau collectif, au niveau prévention, au niveau santé publique, là il y a une mission des cardiologues de pousser pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air. En 2021, donc l'année passée, la première fois, la Société européenne de cardiologie, au travers des guidelines de prévention, pour la première fois fait apparaître
la mission cardiologique d'améliorer la qualité de l'air pour diminuer l'épidémie de maladies cardiovasculaires. D'accord. Et c'est un facteur de risque aussi puissant que le tabac, Alors, tu disais? oui, donc c'est aussi puissant que le tabac. Dans les classements qui sont faits par exemple par le Global Burden of Disease, donc c'est vraiment, on a maintenant une évaluation, la pollution arrive en 3e place, donc après les lipides, mais avant par exemple l'hypertension. Donc on est quand même dans un facteur de risque majeur. D'accord, c'est énorme. Ouais, oui, c'est important, c'est assez ignoré. Quelque chose qui est assez intéressant aussi de voir, c'est que les pneumologues ont commencé à faire des recherches sur la pollution dans les années 80. Donc on voit très bien ça dans PubMed, c'est cancer et pollution. Les premières études apparaissent dans les années 80, et ça je montrais ça tout à l'heure pendant la présentation. Pour association pollution et infarctus, c'est à partir des années 2000. Donc il y a une latence de 20 ans où on a un peu ignoré les conséquences cardiovasculaires de la pollution. Et depuis 2010, les Américains, 2015, les Européens, la pollution est officiellement reconnue comme facteur de risque cardiovasculaire. D'accord. Je pense qu'il y a des effets à court terme et à long terme de la pollution. Alors, ça, c'est ce qu'il y a de plus passionnant, justement. C'est-à-dire que, par exemple, les lipides, le diabète, ce sont des facteurs de risque à long terme pour nos patients. Mais la pollution a un double visage à ce niveau-là également, c'est-à-dire qu'elle va être associée à des facteurs à long terme d'artériosclérose, vieillissement des artères, calcification au scanner, tout ça est bien acté, mais il y a également des effets à court terme, donc de déclenchement d'événements. Et ça sont des effets qui sont observés dans les 24 heures d'une dégradation de la qualité de l'air. On a des données sur les infarctus STEMI, étude belge que j'ai eu l'occasion de mener en 2018, où là on a une très claire association sur la dégradation de la qualité de l'air et la survenue d'hospitalisation pour STEMI dans les 24 heures qui suivent. On a des données sur l'insuffisance cardiaque congestive également, on a des données même sur certains types d'arythmies ventriculaires chez les patients porteurs de défibrillateurs. On voit quand la qualité de l'air se dégrade, on a plus d'événements de tachycardie ventriculaire non soutenus ou soutenus, voire même de fibrillation. Ça c'est dans les 24 heures? C'est dans les 24 heures, ouais, tout à fait. Donc c'est ça qui est vraiment passionnant et ce qui pour moi le plus intéressant dans les effets de la pollution, c'est l'effet à long terme est intéressant, mais comprendre comment est-ce qu'un patient et pourquoi le patient va développer sa rupture de plaque à 1 h du matin, un samedi et pas la veille. La pollution là-dessus joue un rôle. Donc c'est le facteur qui peut déstabiliser cette plaque par des effets, entre autres au niveau des métalloprotéinases, aller rompre cette plaque et faire en sorte que le patient va faire tel jour, à telle heure, un événement coronarien. C'est passionnant. Au niveau santé publique, j'ai vu qu'il y avait eu des choses de faites au Japon, à Tokyo. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Voilà, alors ça c'est assez intéressant aussi, c'est parce qu'on doit avoir un certain niveau de preuve en médecine. Ce qu'on a comme données actuellement sont des études qui démontrent une association entre pollution et événements cardiovasculaires. Mais pour avoir un niveau de preuve absolu, il faut démontrer également que quand on corrige cette pollution, les événements diminuent. Par exemple, pour le tabagisme passif, ça a été fait. On a pendant les années 2000 démontré l'association entre tabagisme passif et événements cardiaques. Est arrivé les lois anti-tabac dans les lieux publics et on a vu, dans pas mal d'études italiennes, espagnoles, une diminution des admissions dans la suite de ces lois. Actuellement, pour la pollution de l'air, on a très peu de données, uniquement une étude japonaise et puis une étude qui va paraître en janvier à New York qui démontre que quand on a amélioré par des lois la qualité de l'air, donc avec des lois qu'on appelle des lois anti-diesel, on a ceci une diminution des admissions pour événements coronariens. Donc c'est un faisceau de preuves complémentaire. Ce n'est pas tant de dire oui, il y a une association, mais quand on corrige le facteur, on voit que l'association devient inverse. Là, on gagne en évidence scientifique, évidemment. Et toi, en tant que cardiologue, est-ce qu'il y aurait des conseils qu'il faudrait donner à nos patients concernant la pollution, à certains patients fragiles, qui semblent indispensables? C'est la question la plus délicate, évidemment. C'est-à-dire que pour la pollution de l'air, on est dans un facteur environnemental qui agit à l'échelle de la population. Au niveau individuel, le risque est faible, on va dire. Par contre, on a effectivement des patients vulnérables. Donc, pour moi, une question qui est intéressante à se poser, c'est l'exercice physique en milieu pollué. Parce qu'on voit beaucoup dans Paris ou à Bruxelles, des gens qui font leur jogging sur le temps de midi dans des boulevards canyons, comme on dit, donc des zones hyper urbaines avec des hauts trafics automobiles. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'effet positif du sport sur la fonction endothéliale va être contrecarré par les effets délétères de la surexposition liée à l'hyperventilation en milieu pollué? Ça, c'est une question très intéressante. Et on a des études de modélisation qui disent que, rassurez-vous, le sport en milieu urbain reste, on va dire, bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Et il faut aller vraiment sur des efforts très prolongés pour que cet effet bénéfique soit contrecarré par les effets de la pollution. Donc ça, c'est déjà un bon point. Donc on doit, en tant que cardiologue, maintenir
on va dire, nos avis par rapport à nos patients de continuer à faire du sport, y compris en milieu urbain. Et après, c'est que des conseils de bon sens. Voilà, si vous pouvez éviter de faire votre jogging à côté de la ligne de bus, c'est peut-être un peu mieux. Si vous pouvez éviter de faire votre jogging lorsqu'il y a une alerte de pollution aux particules fines, évidemment, c'est mieux. Et alors, pour les patients vulnérables, diabétiques, hypertendus, des patients qui ont déjà fait des événements coronariens, là, c'est délicat parce que clairement, on n'a pas d'études scientifiques. Et donc, si on travaille que sur le bon sens, évidemment, on aurait tendance à dire faites attention, mais on n'a pas vraiment d'études qui nous disent attention, là, ce patient-là, du fait de son risque score, on va dire, doit faire plus attention qu'un autre. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Frédéric. Beau congrès, à bientôt. C'est gentil, merci.